Bonsoir. Bonjour à tous, deux comédiens d'ici, un réalisateur sans frontières. Ce mois-ci, place au cinéma de Pauline Etienne, David Murgia et Tony Gatliff. La première est à l'affiche de Tokyo Fiancé de Stéphane Liberski. Quant à David Murgia et Tony Gatliff, ils évoqueront le tournage de Geronimo, une variation ultra contemporaine de Roméo et Juliette. Pas de temps à perdre, voici Home Cinéma. Vous pouvez arrêter le bruit, s'il vous plaît? D'accord, parce que je vais m'énerver, hein. Merci. Ça va. C'est bon. C'est bon, merci David. On peut y aller. Je prends une tomate. D'abord, je suis très content de vous recevoir tous les trois. Il y a Pauline Etienne, qui est une jeune comédienne de chez nous, très talentueuse, comme David Murgia, qui sont probablement, je crois très sincèrement, deux des plus talentueux comédiens. Tu les connais, bah, tu connais David forcément, oui. Tu connais pas Pauline? Non. Pauline est vraiment une comédienne très épatante, qu'on a pu voir dans Élève libre de Joachim Lafosse, qu'on a vu dans La religieuse de Guillaume Niclou, oui. Qu'un seul tienne et les autres suivront, bien sûr. David, qui tourne avec toi dans Geronimo, ouais. Mais qu'on a vu aussi dans Tête de bœuf, où il a un rôle assez impressionnant, qu'on a vu dans Je suis supporter du Standard, entre autres, de Riton Lippmann, et bien d'autres films. Et puis toi, Tony Gatliff, réalisateur incroyable, ça fait 40 ans que tu fais ce métier, avec, non c'est fou, 40 ans, ouais. Avec des films quand même assez impressionnants. Ça fait une paye. Une trilogie gitane, ouais. Entre Les Princes, L'Achodrome, Gaggio, Exil, pour les plus connus, Et aujourd'hui Geronimo. Donc voilà, et puis tu es aussi un compositeur de musique et un scénariste. Y'a Geronimo! Y'a l'éducatrice! Neil est parti le jour de la cérémonie de son mariage et elle s'est cassée avec ton frère. Il faut les protéger. Je l'ai! Si tu sais quelque chose sur ma sœur, vaut mieux pour toi que tu me le dises maintenant. S'il touche à mon frère, on les massacre tous. Tu t'es assez occupé des mères des autres. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu crois que je cherche? Qu'est-ce que je fais ici depuis des années? J'essaye de croire au miracle. On cherche ma sœur! Tu l'aimes comment, Neil? Non, parce qu'on rigole pas là. Tu vois la merde dans laquelle on est. Dans Geronimo, il y a quand même une chose qui est très différente dans ton travail, c'est que c'est beaucoup plus scénarisé en fait. Il y a une histoire, il y a une dramaturgie, il y a même, tu vois, c'est presque une tragédie classique. En même temps, il y a quelque chose qui est plus scénarisé et en même temps qui te ressemble dans cette espèce de transe incroyable. C'est un film qu'il fallait absolument le faire librement. Et donc c'est ce cinéma-là que j'avais envie parce que c'était une histoire, c'est vrai qu'elle était écrite, et c'est vrai que c'est une histoire difficile parce qu'il fallait croire à tous les personnages. Que David soit amoureux de Nelia, qui est Neil dans le film, que Geronimo, qui est une jeune femme fantastique, c'est Céline Salette, il fallait qu'elle soit éducatrice, qu'on croit à son engagement. Si tu ne crois pas, c'est fini, il n'y a pas de film. Si tu ne crois pas, il n'y a pas de film. Il fallait qu'on croie aux gamins là, qui ont 13 ans, ils sont superbes ces gamins. Il fallait qu'on croie à tout le monde. Donc ça veut dire qu'il fallait me laisser la place. Tony, il te donne pas des indications qui vont te faire réfléchir, te dire voilà comment je dois composer mon personnage. Il raconte des histoires. Et en fait, même si tu comprends pas tout ce qu'il racontait, excuse-moi, même si tu comprends pas, non, plus que le sens, tu comprends ce qui est dans le personnage, tu comprends ce qui, non mais très sincèrement, tu comprends qu'est-ce qu'il faut remplir en fait. C'est comme un caricaturiste, il fait les traits principaux et paf, tu vois directement dans le cadre se poser des expressions claires, la fureur, un œil, un regard, une dent, une salive, quelque chose, et à partir de ça, tu as des indications claires pour commencer. Tu as au moins ça, et qui est une base extrêmement utile pour commencer à travailler. C'est très fort comme direction, ça n'a rien d'intellectuel, quoi. Qu'est-ce que vous faites là? Facile! Mais descends, putain, j'ai une barre. Non, ils vont cramer des voitures! Mais c'est pas un jeu, putain! Laisse-les tranquille. C'est dangereux! Putain, mais je vais te faire descendre, moi, Allez dans la voiture, là-bas, elle est derrière, là-bas. Moi, je trouve que c'est un film sur la bonté. Ouais. Le personnage de Céline Salette, il est central. Ouais. Et sa bonté à elle, tu vois, enfin, ce combat qu'elle mène, en fait, c'est toi. Ouais.
C'est un engagement. C'est ton engagement. En fait, tout ton cinéma est un engagement. Oui, c'est ça. En fait, si tu passes les époques depuis 40 ans, c'est parce que tu es profondément un metteur en scène engagé qui a trouvé un système très très cohérent et que tu arrives à le faire tourner. Je dirais populaire et humain, mais pas populiste. Et Céline Salette, qui est dans son engagement, cette jeune femme de 28, 30 ans, 35 ans, qui s'engage, c'est-à-dire qu'elle touche véritablement l'engagement humain d'être une sainte. S'il n'y a personne qui s'engage aujourd'hui, nous allons vers la catastrophe. S'engager, c'est-à-dire quelqu'un qui regarde les autres, quelqu'un qui veut aider les autres. Et ça, c'est primordial aujourd'hui. Laisse-moi. Tu dois venir avec moi. Laisse-moi, si tu me ramènes, ils vont me tuer. Je t'emmène dans un endroit où tu seras en sécurité. Attends, va-t'en. Je suis là pour t'aider, d'accord? Calme-toi, n'aie pas peur. Il faut faire attention à ce que ça veut dire s'engager, parce que c'est pas à prendre à la légère, c'est-à-dire que à force de vouloir faire des films engagés ou des pièces engagées, on crée des pièces militantes déplacées, c'est-à-dire qui forcent. Ce qu'on sent surtout, par exemple, dans un film comme celui de Tony, ou dans sa manière de raconter ça, c'est une manière de valoriser la vie, en fait, le vivant, quoi, d'aimer la vie et de la mettre en avant dans un système qui est celui d'aujourd'hui, qui est un système morbide. Et ça, il ne faut pas avoir peur. Un système morbide où la vie passe en second plan par rapport à la valeur du travail, par rapport à tout ce qu'il faut faire pour maintenir ce système en place. Bonjour. Où est le vieux, monsieur? Le vieux, avec son chapeau. Le vieux. C'est un métier qui ne m'était pas destiné. Moi, j'étais un enfant turbulent. Je veux dire que j'avais pas de règles. J'étais élevé par une famille gitane. Mon père est berbère, une mère gitane. Et donc, j'étais complètement illettré quand j'étais enfant. Hein, très. Chez nous, on était illettré, complètement illettré. Mon oncle était voleur. Non, mais je t'assure que c'est vrai. Mon père était voleur. Bon. Et mon oncle, j'aimais beaucoup parce que c'était comme. Mais c'était en France, ça, ou c'était en Algérie? C'était en Algérie, dans les années 50. Et donc, je voulais lui ressembler. C'était un voyou, c'était un bagarreur. C'était mon modèle. Et t'as l'impression que le cinéma t'a vraiment sauvé, ou t'a donné une direction, ou t'a permis de rêver à autre chose? Parce qu'après, tu pars en France. Après, je suis parti dans les années 62 et je suis venu à Marseille d'abord, à Aix-en-Provence, à Paris. Et j'ai fréquenté vachement les gens de Pigalle, les gens de Strasbourg-Saint-Denis. Et j'étais vraiment un voyou, vraiment un voyou. Un voyou, un petit délinquant. T'as fait de la maison de redressement. Voilà, c'est ça. Donc, j'étais pas du tout... le cinéma, c'était bien pour le moment parce qu'il m'a fait rêver. Mais après, ma vie, elle n'était pas celle-là. Ma vie, c'était autre chose que je ne savais pas d'ailleurs. Et donc, c'est plutôt... Franchement, je pense que j'aurais pu être un très grand bandit. Poporo, the people, the folk. T'as un rapport au cinéma qui est éminemment physique, qui est éminemment sensoriel. En fait, tu vois, ce qui est étonnant sur ton travail, je connais pas tous les films, mais j'en ai vu quand même beaucoup, c'est que t'es presque comme un acteur, t'es presque un metteur en scène acteur de tes propres films. J'ai l'impression que tu vis le film comme un acteur. J'ai très vite, quand j'ai commencé à faire des films, vraiment, très très vite, j'ai su qu'il fallait faire des films engagés. Pourquoi tu nous en fais un conte chien? Pour débarrasser la France de sa vermine. Être gitan dans les années 70, 65 et quelques, c'était terrible. C'était une image assez désagréable, quoi. Et cette image, il fallait la changer. Et donc voilà. Donc c'est très très vite, j'ai su qu'il fallait quand même, avec le cinéma et avec la caméra, faire quelque chose d'utile dans notre métier. J'ai lu un truc de ta part, David, où tu dis « je veux faire l'acteur ». En fait, c'est intuitivement, c'est quitter
c'est quitter une aliénation, une vie pesante. Dans mon cas, il y a une peur. En tout cas, il y a une peur d'affronter le monde. Et il y a une peur, les parents envoient des choses, l'entourage envoie des choses, l'école envoie des choses, et il faut répondre à quelque chose. Il faut répondre à une norme, il faut répondre à une insertion sociale, il faut s'adapter à la vie, quoi. Mes parents, ils voulaient juste que je porte pas des plaques de gyproc. Comme eux. Ma mère était coiffeuse, mon père, il a porté des plaques de gyproc, il voulait juste qu'on se pète pas le dos sur un chantier au travail. Donc si on avait un bureau, n'importe quoi, un bureau, un ordinateur, c'était bon. Mais juste, ça fait flipper d'avoir un bureau et un ordinateur pendant 30 ans. Et donc c'est de la démerde, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et le conservatoire, c'était une dépanne. Ok, pendant 5 ans, j'ai trouvé un truc. Là, ici, voilà, je vais observer, je vais découvrir des auteurs, des poètes, des gens. Je vais lire, pendant 5 ans, je suis en stand-by. Et puis là, tu rencontres en effet des gens, des amis très proches, des gens avec qui tu vas partager une réflexion, une aventure. Ouais, plus que ça, dans ton cas, parce que tu crées la compagnie Raoul, enfin, tu vois, tu crées quelque chose de fort qui c'est presque des frères. Ouais, c'est ça. Mais encore une fois... C'est toujours en fait avoir la possibilité de ne jamais déterminer toute sa vie entière, enfin en tout cas en ce qui me concerne, c'est-à-dire que là j'ai des amis, ouais le Raoul Collectif existe, ouais j'ai mes proches avec qui on fait des choses, mais c'est parce que pour le moment c'est ça qu'on veut faire et ce sera peut-être autre chose plus tard. Excuse-moi, je peux savoir ce que tu as fait? Ça te regarde pas. Excuse-moi mais je suis en train de... Je peux savoir ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il y a toi? Reste calme. C'est bon, ok, pardon. Et toi, Pauline, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu as subodoré ou ça s'est tombé dessus comme ça ou à un moment, parce que tu as commencé très très jeune. C'est-à-dire que tu avais cette volonté-là, tu avais cette idée-là ou pas du tout? C'est plus un hasard où d'un coup je me suis rendu compte, genre à l'école, que j'étais extrêmement timide et je me suis rendu compte qu'un jour je suis montée sur scène parce que je devais dire une poésie ou je sais pas quoi. Et je me suis rendu compte que cette timidité s'échappait de moi et que je me sentais bien. Puis j'ai essayé les cours de théâtre en parascolaire à l'école. Et je me suis rendu compte que j'étais vachement bien, en fait, quand je jouais un personnage et que j'étais pas moi. Parce que c'était pas moi qui était sur scène, c'était le personnage. Et j'ai découvert ça. Et après, voilà, c'est surtout des hasards de la vie où j'ai découvert les humanités artistiques, etc. Non, parce que tu commences très tôt, tu commences très très tôt avec beaucoup de choses, puis là les choses s'enchaînent, il y a beaucoup... C'est une espèce de bonne étoile au-dessus de la tête qui m'a fait découvrir les choses au fur et à mesure. Je savais pas que je voulais faire du cinéma, je savais pas que je voulais faire du théâtre, c'est au fur et à mesure, je m'en suis rendu compte. Quand j'ai passé le casting pour Joachim Lafosse, c'était un poète qui m'avait dit « Ah, c'est chouette de faire du cinéma, essaye ». J'étais là « Bah oui, pourquoi pas ». Et puis voilà, j'ai... Oui, mais t'as l'instinct, enfin, est-ce que c'est un instinct aujourd'hui de choisir des univers particuliers ou des... parce que tu fais des films, tu fais des choix quand même. Et il y a quand même une tenue dans ta filmographie, même si elle est très très courte, il y a une tenue. Tu vas pas n'importe où. Non, parce que je veux d'abord que les histoires me plaisent et que les personnages me plaisent aussi. Et qu'ils aient pas une morale, mais effectivement une tenue. J'avais 20 ans. Je voulais être japonaise. C'était le but de ma vie. Konnichiwa, konnichiwa. Je voulais aussi devenir écrivaine. Mais c'est une autre histoire. Un jour, j'ai pu prendre un aller simple pour Tokyo. Pour y devenir enfin ce que j'étais malgré les apparences. Moshi moshi. Une vraie japonaise. Yes, I am the French teacher, yes. Merci. J'avais un élève. Bonjour Henry. Les leçons de français se confondaient avec une sorte de tour organisé de Tokyo. Le Tokyo de Rinri. En fait, Tokyo Fiancé, c'est une adaptation d'un livre d'Amélie Nothomb qui s'appelle Ni d'Ève ni d'Adam. Vous avez tourné au Japon. Donc le projet a été très compliqué. Je connais un peu Stéphane. Je sais que ça a été très très compliqué à faire parce que c'est un film qui devait se tourner il y a quelques années. Puis il y a eu Fukushima. Le film, il a perdu tous ses financements. C'était un vrai merdier. Et donc finalement, à la force de persévérance, le film s'est fait. Oui. C'est un vrai récit initiatique que tu as vécu là-bas, non? Aussi, parce que c'est le Japon, tu connaissais pas le Japon. C'est surtout ça, en fait. C'est surtout de partir au Japon avec une équipe de 12 personnes. Les seules personnes qui avaient vu le Japon, je pense que c'est Stéphane, justement, et le producteur Jacques-Henri. Mais on a tous débarqué. Voilà, c'est la première fois qu'on voyait tous le Japon et on a été vraiment parachutés dans ce pays. Et c'était... parce qu'en plus, le tournage nous a permis d'aller dans pas mal d'endroits. On a voyagé énormément.
Et tu fais beaucoup de choses dans le film, hein. Tu fais beaucoup de choses. Il y a toute la période, enfin tout ce qui se passe en ville. Ouais. Mais on voyage énormément. Du coup, tu voyages énormément. La montée ça donne. J'espère que ça donne envie de voir le Japon en fait, et que les gens vont vouloir aller au Japon. T'es pas un Japonais comme les autres. Tu es sûr que tu es pas un yakuza? Je suis un samouraï. J'avais un travail, des amis, une ennemie. Les hommes japonais avec les femmes occidentales, ça marche pas. Et mon amant japonais. Comme c'est belle. J'étais toujours heureuse d'être avec lui, mais sans lui aussi. Comment t'as travaillé le personnage en fait? T'as toujours pensé à Amélie Nothomb ou alors est-ce que tu t'es émancipée de ça et Avant le tournage, j'ai écouté en boucle un reportage que Amélie avait fait sur France 2 sur justement. Donc ça c'est Stéphane qui t'a demandé ça? Non, c'est moi qui ai fait. Parce que j'aime bien savoir qui est mon personnage. Et là, en plus, j'avais la chance de. Enfin, c'est un personnage qui existe, c'est une vraie femme. Et il y a un reportage qui a été fait sur Amélie qui retourne au Japon, qui retrouve sa nounou, etc. Enfin, donc c'est les traces de son passé. Et j'ai écouté ce reportage en boucle pendant 1 mois. Et après, j'ai laissé tomber. Et je me suis dit que j'avais la chance d'avoir des grands bras et des grandes jambes. Et que c'était le personnage parfait pour justement les utiliser et pour donner un côté un peu genre démandibulé. Par exemple, sur Tokyo Fiancé, comment ça se passe avec Stéphane? C'est un bonhomme. C'est un bonhomme qui est resté assez, on va dire, jeune. Mais effectivement, il a une façon de mimer de ce qu'il a envie de voir à l'écran. Et il va essayer de faire avec son visage, mais il dit non, mais je le fais pas aussi bien. Hein, et c'est assez drôle de le voir essayer de dire ce qu'il a envie qu'on fasse. Et il fait toujours des grands gestes, machin. Et c'est assez chouette. Moi, je trouve ça drôle de voir la personne qui nous dirige essayer de nous montrer comment est-ce qu'il voudrait, qu'est-ce qu'il voudrait voir. Est-il vraiment nécessaire que je m'enferme dans un couvent? Votre naissance est la seule faute que j'ai commise. Aide-moi à l'expier. Ils veulent m'enterrer ici. Sachez qu'aucune demoiselle n'est jamais devenue religieuse contre son gré. Il y a un rôle qui est quand même très constituant pour toi et assez signifiant dans ta filmographie, c'est le rôle de la religieuse. Comment tu prépares un personnage comme ça? Enfin, alors, est-ce que c'est vraiment Nick Lou qui te laisse dans une espèce de zone un peu vague où il te donne très très peu, où il te nourrit? Moi, j'ai besoin de connaître mes personnages, et donc, pour connaître mon personnage dans la religieuse, je devais connaître le contexte dans lequel elle a vécu, donc l'époque. Donc, j'ai lu énormément, j'ai lu sur les couvents, j'ai été dans un couvent pendant 48 heures, après je suis partie. Mais sans vraiment savoir à quoi m'attendre, parce que Guillaume Niclou est un personnage assez étrange qui ne laisse rien transparaître, donc c'est très difficile de savoir ce qu'il pense. Ah oui, comme Tony. Pas du tout. Ouais, très réservé. Très froid, très réservé. Très froid. Ouais, très très froid. Très anglais. Très anglais, ouais. Non, parce qu'il y a, tu sais, il y a pas mal de petites rumeurs quand même sur le film. On dit que tu as beaucoup souffert. Mais est-ce que tu crois que ça participe aussi? Est-ce que tu crois qu'il faut souffrir pour... Non, il faut pas souffrir. Il faut pas... ça... Non, après ça, c'est ma manière de vivre. Non. J'espère pour elle que non. Mais là, pour le coup, effectivement, j'ai souffert à cause du froid, du personnage, de l'histoire, tout ça. Mais ça a été un ensemble. C'est ça. C'est-à-dire que je crois que les premières semaines du tournage, il faisait -20, c'était... C'est un ensemble de choses qui ont fait que, voilà, ça s'est passé comme ça. Et effectivement, j'ai souffert pendant ce film, mais j'en suis sortie beaucoup plus forte et construite et mieux dans ma peau que ce que je n'étais avant. Et ça, je remercierai toujours Guillaume d'avoir fait sortir ça de moi. Il a été chercher des choses très loin en moi. Je l'ai laissé faire parce que je me suis mis à nu totalement. Je n'étais plus Pauline, je n'étais plus rien. Et je l'ai laissé prendre tout ce qu'il pouvait. Et après, je me suis reconstruit, après le tournage. C'est simple, vous ne m'aimez pas. Si, je vous aime. Non, vous ne m'aimez pas. Dites-moi ce qu'il faut que je fasse pour vous le prouver. Devinez. Je ne devine rien. Embrassez-moi. Je n'aime pas, moi, la manipulation. Ça, c'est très, très difficile, je trouve. Parce qu'alors, tu ne sais plus ce que tu racontes toi-même non plus, quoi. Moi, je veux bien souffrir tant que je sais ce que je raconte, quoi. Je veux bien y aller, je veux bien chercher. Et je signerai pour aller très loin et dans des projets difficiles tant que ça en vaut la peine.
Mais me faire... non, alors je veux bien, je préfère l'alignation, alors je préfère travailler sur le chantier, quoi. Bon, ben, Tony, t'as un train à prendre, je crois. J'ai un Thalys. Un Thalys. Il va vite, il va vite. Ouais, très vite. Ouais, c'est un plaisir de te recevoir, merci beaucoup. Merci, c'est gentil de m'avoir reçu. Merci Fabrice. Viva le cinéma. Imaginez Bouli Lanners et Wim Willard en musiciens vieillissants, partant à Los Angeles pour disperser les cendres de leur ami de toujours dans le Pacifique. Vous tenez le deuxième film des frères Malandrin après Où est passée la main de l'homme sans tête. Un cocktail humour, tendresse, rock'n'roll, mixé dans un scénario de haute précision, selon la rumeur. On prend des nouvelles de l'équipée sauvage sur un tournage qui s'est déroulé cet été. Bon, notre film, c'est une sorte de buddy movie ou road movie, comédie absurde. Au-delà d'un film simplement sur un voyage qui ne fonctionnerait pas, c'est un film qui parle aussi du déni de la mort, du déni d'un mec de 50 ans qui n'accepte pas que, voilà, qu'on puisse devoir faire le deuil de quelque chose. C'est sérieux, mais c'est drôle. C'est-à-dire, c'est sérieux, c'est pas Louis de Funès, c'est pas paf. Je suis fou. Toi, t'es un fou, toi. Moi, je suis un fou. Et je sais jouer la guitare, comme ça. Dès qu'on a trouvé l'intrigue, on a écrit pour ces acteurs-là, et comme on connaît leur phrasé, leur façon de parler, on s'est mis dans leurs petits souliers. On a fait des petits costumes sur mesure, aux petits oignons. Putain, comment il fait, lui? Une vraie machine de guerre, ça. Bouli, ça fait 40 ans qu'il répète devant son miroir avec une guitare. Et je crois que c'est la première fois qu'il sort un son de son instrument. Mais ce qui compte surtout, c'était pas que les doigts soient justes, c'est l'attitude qui doit être juste. Mais l'attitude, ça, quand on écoute du rock depuis 40 ans et qu'on joue devant son miroir depuis 40 ans et qu'on a l'impression d'être le plus grand guitariste du monde depuis 20 ans au moins, ça fonctionne. Moi, je joue le clavier et comme ça j'étais toujours assis. Et le guitariste, j'étais jaloux et j'ai acheté un accordion très bon marché, j'ai mis un micro dedans, puis avec un ampli avec des lampes, des effets. Mon accordion, c'est mon guitare électrique. Et maintenant, j'ai appris de faire vraiment de guitare électrique, c'était fou. On a beaucoup de points communs avec Wim. En plus on est de la même génération, on est né à l'opposé de la Belgique, lui à Nieuport, moi dans les cantons de l'Est. Mais quelque chose nous relie par rapport à plein de détails dont on a parlé, on est très proches l'un de l'autre en fait. C'est un peu Laurel et Hardy belge, quoi. En fait, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez des profils d'acteurs très très différents tous les deux. David, en fait, toi, tu as beaucoup construit, tu as beaucoup travaillé. On le voit dans tes prestations. Qui sait aujourd'hui que c'est toi qui as fait le gamin castrateur dans Boulette, par exemple? Qui te reconnaît? Personne. C'est vrai, je sais pas beaucoup. Ouais, c'est un petit rôle aussi. Donc, non, mais c'est un petit rôle, mais très très signifiant. Oui, j'ai des grands nichons. Qu'est-ce que tu fais? Tu moques de ma sœur? On parle pas bien français. Tu moques de ma sœur? Tu veux baiser avec ma sœur? Tu veux baiser avec ma sœur? T'as envie de baiser avec ma C'est sœur? quoi ce tomber? T'as envie de baiser avec ma sœur? Bruno, arrête. Tu veux baiser? C'est quoi baiser? Faire du sexe. Du sexe. C'est ça, du sexe. C'est ça, du sexe. C'est ça. Bruno, c'est bon, arrête. Pourquoi tu rigoles, toi? Fous ma gueule, toi. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? T'es baisé? Regarde, bouge pas. Bruno, c'est bon, Ta gueule! 5000 francs, tu prends Lucien. Tu prends et tu la baisses comme ça. Tu veux baiser? Vas-y. Ta gueule, toi. Baise avec lui. Arrête de rigoler, toi. Combien tu donnes pour baiser avec ma soeur, toi? T'éjacules. Tu veux éjaculer avec ma soeur? C'est ton contact. Il donne ta vie, il veut pas payer. Tu le savais, ça, non? Mais je veux dire, moi aussi, je me forge encore énormément. Je veux dire, je crois que le conservatoire, plus que de m'avoir formé, m'a donné des outils pour continuer à me former. Trahir le standard. Trahir le standard, les gars. Trahir le standard, Bilou. Si le film de La Fosse n'était pas tombé, donc Élève libre... Je voulais faire le conservatoire. Si j'avais pas eu... Liège, Bruxelles... J'avais pas encore j'avais pas encore cherché. Tout tombé, vraiment. Je m'y attendais absolument pas. Et le film de Joachim, c'est arrivé pendant ma dernière année. Et puis là,
voilà, je savais pas quoi faire. Après, j'ai rencontré mon agent grâce à Joachim. Et après, tout allait très vite. Il y a eu Cannes, puis j'ai eu 2, 3 films qui sont enchaînés. Donc, j'ai même pas eu le temps de réfléchir. Tu vois, par exemple, dis-moi si je me trompe, hein, David, mais quand tu vas, par exemple, sur un plateau comme celui de Tony Gatliff, en fait, c'est des plateaux très libres, très foutraques. Comment est-ce que toi, tu arrives à construire là-dedans? Et moi, j'aime beaucoup les films comme ce Tony ou ces tournages-là parce qu'il y a aussi un... Et c'est ce que j'aime, je crois, au cinéma, c'est qu'il y a quelque chose de théâtral au moment où on dit action, quelque chose de l'ordre de la performance où tu dis action, où tu as comme une mission, on peut la couper, on peut la recommencer, c'est pas du théâtre, mais par contre, il y a... Mais Geronimo particulièrement. Geronimo particulièrement, il y a quand même de la transpiration en fait. sur la pellicule, quoi. Tu sens vraiment quand on dit action, c'est OK, on refait le 100 mètres, quoi. On la refait et évidemment que tu oublies les caméras, parce que t'es dans le 100 mètres, t'as le cœur qui bat, quoi. Donc, avant de conclure, je vais simplement rappeler que Geronimo de Tony Gatliff, que nous avons reçu, qui est parti prendre son train avec toi et Céline Salette et bien d'autres, sort le 15 octobre en France. Que Tokyo fiancé de Stéphane Liberski, avec toi, Pauline, sort le 8 octobre. Voilà, je voulais vous dire... Et vous m'écoutez ou... Oui, non, vas-y. Dis 3 dates importantes, parce que ça le fait aussi. 3 dates importantes dans les jours qui viennent. Donc la sortie de The Drop, le nouveau film de Michael Roskam, avec Mathias Connard, qui sort le 24 septembre. Le festival de Gand, 41e édition, avec en ouverture The Loft d'Eric Van Looy et Mathias Connard. Il fait plus que des films en 2. Voilà, exactement. Et... troisième petite chose, le festival de Namur, du 3 au 10 octobre, avec en ouverture Tokyo Fiancé de Stéphane Liberski et avec toi, Pauline, voilà. Et la sortie du film, comme on l'a dit, a lieu le 8. Et c'est aussi avec Alice de Langsin et Taichi Inoue, qui est le jeune comédien japonais. Ton amoureux. Oui. Voilà, bon, ça a été un vrai plaisir de vous recevoir tous les deux. Merci beaucoup d'être venus et puis je vous souhaite tout le meilleur du monde. Ça a été un plaisir de t'aider à retenir ton texte, Fabrice. Ouais, merci. J'ajoute que cette émission est visible également sur le site de BTV et celui de Cinévox, notre partenaire. Bonne soirée et bon cinéma.